Bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec le docteur Jean-Philippe Agère. Après avoir été joueur de rugby de haut niveau, il est passé de l'autre côté de la barrière. Il travaille au Loup Rugby depuis plus de 25 ans, en parallèle de son activité au centre orthopédique Santi. Il a été médecin de l'équipe de France U21 champion du monde en 2006, puis de la grande équipe de France finaliste du mondial 2011 en Nouvelle-Zélande. Dans cet épisode, on parle donc du projet Coupe du Monde 2011, de la gestion de la crise Covid et de la reprise du rugby, et du pôle scientifique de la FFR. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur No Minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode et ce podcast avec vos collègues pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous. Salut Jean-Philippe. Bonsoir Julien. Merci à toi d'avoir répondu à ma demande d'interview. Écoute, avec grand plaisir. Super. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer un peu ton parcours, parce que tu as commencé comme joueur avant d'être responsable médical du Loup actuellement. Donc, comment tu as commencé déjà ? Eh bien, en fait, le rugby, moi j'ai eu la chance parce que mon prof de sport au lycée m'a amené au rugby. C'était quelqu'un qui était fan de rugby, qui venait de Perpignan. Et moi j'étais à Chalon-sur-Saône et je jouais à l'époque au foot et au handball. J'avais un gabarit j'étais grand déjà. Et Michel Janico, mon prof de sport, m'a dit il faut que tu ailles au rugby. Et pour moi ça a été une révélation puisque j'ai commencé très jeune à 16 ans, pas très jeune justement le rugby. J'ai tout de suite eu la chance de pouvoir commencer les sélections régionales avec la Bourgogne et j'ai vraiment eu la chance de bénéficier d'un club de RC Chalon qui à l'époque a progressé. Donc je me suis retrouvé très vite à jouer en deuxième division, puis en groupe B et pour terminer en groupe A avec le club de Chalon. Le club marchant bien, j'ai été mis en avant et j'ai pu avoir des sélections en équipe de France universitaire avec à l'époque avec Serge Chimon ou Fabien Galtier ou Thierry Lacroix. Et puis j'ai même eu 2 sélections en équipe de France B. Voilà, donc ça a été une belle progression à Chalon. Puis après, je suis parti 2 ans pour jouer à l'ASM. Ouais. Et puis j'étais quand même un petit peu rattrapé par mes études, ce qui fait que je suis rentré sur Lyon pour jouer au Loup et terminer un petit peu ma carrière en groupe B au Loup. D'accord. Et donc, tu arrivais déjà à mener, on va dire, les deux de front, la carrière rugbystique et les études ? Ça a été un petit peu Paris. J'ai eu la chance de rentrer jeune en médecine parce que j'avais un an d'avance, d'avoir vite mon concours. Ce qui, une fois le concours en poche, j'ai en effet pu plus m'entraîner et j'ai adapté un petit peu mon cursus puisque j'ai fait ce que personne n'avait fait avant moi, c'est-à-dire j'ai redoublé ma 5e et ma 6e année, ce qui m'a permis d'adapter et de faire à la fois de jouer en club à haut niveau et en plus on tournait un petit peu déjà en sélection, etc. Donc voilà, j'ai étalé un petit peu mes études et puis j'ai eu la chance plus tard d'être bien suivi par mes patrons et notamment tout le service de médecine du sport de Lyon, ce qui m'a permis de savoir exactement où j'allais, d'être encadré après dans mon cursus d'interne jusqu'au moment où j'étais définitivement médecin du sport. Donc ça a demandé beaucoup d'organisation, mais finalement, j'en ai vraiment un très bon souvenir. Et à quel poste tu jouais alors ? Alors moi, je jouais 3e ligne. Je jouais 3e ligne centre ou 3e IL. Voilà, une époque où le rugby était un petit peu différent, avec peut-être aussi d'autres qualités, parce que moi, j'étais plutôt un aérien. À cette époque, on sautait en touche et où le jeu était un peu voilà. J'ai été éduqué à Chalon dans un rugby rural avec des qualités dont certains se souviennent peut-être encore. D'accord, super. Et alors du coup, sur tes dernières années entre rugby et études, tu es à Lyon, donc au Loup. Et à partir de quel moment tu bascules complètement sur la médecine du sport au Loup ? En fait, quand je suis arrivé au Loup en 1994, j'arrivais de l'ASM, j'avais un statut un peu de leader sur cette équipe qui était une jeune équipe au Loup. Et il y a eu une transition entre le médecin qui s'occupait à l'époque du Loup, qui était Jean-Marcel Ferret, d'ailleurs qui était aussi le médecin de l'OL, qui m'a passé la main
Là, j'ai commencé à faire le relais sur le terrain et puis l'année suivante, il m'a dit écoute Jean-Philippe, occupe-toi de l'équipe et ça ira bien comme ça. Donc c'est vrai que c'était une autre époque où on avait difficilement un kiné qui venait nous aider pour les matchs et où on avait la trousse pour suturer les copains après les matchs et voilà, on était dans une autre structure et aussi dans un autre rugby. Mais moi, ça m'a permis de m'épanouir en tant que jeune médecin et puis de démarrer, ce qui était fort sympa. Ouais, et ça doit être génial pour ceux qui t'ont vu jouer, avec qui tu as joué, et de retrouver juste à côté, et justement aller suturer ou quoi, non, ça devait leur faire un peu bizarre aussi. Oui, il y a quelques anecdotes comme ça où on se retrouve à suturer celui avec qui on a eu quelques échanges auparavant, mais ça fait vraiment partie des valeurs du rugby et ça fait des amis pour la vie, ça. Ouais, c'est sûr. Et du coup, tu t'appliquais quand même, ou tu faisais exprès de le louper? Non, je m'appliquais sur le terrain et je m'appliquais après le terrain. D'accord. La sauce reste, donc il faut qu'elle soit le plus belle possible. Bon, super. Et donc en 2006, tu es médecin de l'équipe de France de rugby des moins de 21 ans, avec lesquels tu es champion du monde. Comment ça s'est passé un peu cette aventure pour toi et quel a été ton rôle là-dedans? Alors encore une fois, quand je parle de mon cursus, je parle de chance parce que dès 95, début de saison 95, la Fédé est venue me chercher. La FFSU, la Fédération de sport universitaire et la Fédé m'ont demandé d'être le médecin de l'équipe de France universitaire à l'époque où l'équipe de France universitaire était assez importante. Donc j'ai commencé à tourner sur des coupes du monde universitaires à partir de 95. On a été champion du monde en 95, champion du monde en 99, sauf erreur de ma part. Voilà. Et puis moi, ça m'allait bien, c'était sympa. Et puis j'ai vu passer toutes les générations de joueurs qui maintenant ont terminé leur carrière et qui maintenant sont des entraîneurs dans tous les clubs. Voilà. Et puis ce qui s'est passé, c'est que un jour, je me suis retrouvé convoqué à la Fédé par Bernard Lapassé, qui me dit je veux te voir. et, et Bernard Lapassé m'a dit écoute Jean-Philippe, j'aimerais que tu sois le médecin de l'équipe de France des moins de 21. Ouais. Et moi, j'ai dit à Bernard, écoute, c'est très très sympa et tout, mais j'avais des contraintes familiales. Ma femme, je me souviens, être enceinte pour avoir des jumeaux, donc j'ai dit, écoute, c'est pas possible, je peux pas assumer tout à la fois. Ouais. Et je me souviens que Bernard Passé m'a dit, Jean-Philippe, tu vas être le médecin de l'équipe de France des moins de 21 ans, et tu t'arrangeras pour trouver quelqu'un pour t'aider. Donc je suis parti dans cette aventure, et en 2006, eh bien, encore une fois, on a eu la chance de se retrouver champion du monde des moins de 21 ans sur un super souvenir à Clermont-Ferrand. Et Ouais. c'est quand même une belle histoire puisque moi il fallait que je trouve quelqu'un pour m'aider. J'avais demandé à mon ami Christophe Bodo, d'être mon suppléant entre guillemets, donc on s'est partagé les matchs et on s'est partagé la Coupe du Monde. Maintenant Christophe Bodo est le médecin du PSG. Et on est restés les meilleurs amis du monde et on se reparle souvent de ce bon temps. Ah, c'est génial. Et comment justement après tu bascules avec l'équipe de France A? Donc c'était quasiment le même staff au final, c'est ça? Alors, il y a eu, comme toujours, en fait, c'est vrai que j'ai commencé à faire beaucoup de choses à la Fédé. J'ai travaillé aussi un petit peu. On a commencé à me demander d'avoir de plus en plus de missions au niveau de la prévention, au niveau sur pas mal de choses. Et c'est vrai que en 2007, avec la nomination du staff de Marc Lièvremont, voilà. En fait, j'avais travaillé avec tout le staff quasiment, sauf avec Marc que je connaissais par ailleurs. Mais Marc m'a appelé en me disant, écoute, je voudrais que ce soit toi le médecin. Donc c'était forcément un honneur. Je dirais pas une surprise, hein, parce que bon, voilà, mais c'était un honneur. Ce qui a été fantastique dans cette aventure, c'est que j'ai retrouvé avec Marc, avec Didier Héretière, avec Mylène Tamac. En fait, on se connaît depuis qu'on a 18 ou 20 ans. On a joué les uns contre les autres, on a joué les uns avec les autres. On est tous quasiment de la même année. Bon, donc c'était vraiment une aventure sportive, mais c'était aussi une aventure humaine. Et puis, Marc était quand même très jeune entraîneur.
Didier et Amy aussi. Donc c'est vrai que on était, voilà, il y avait beaucoup de choses à prouver. Hmm. Voilà, c'était quelque chose. Au départ, c'était un pari, hein, quand même, je pense, de partir sur ce staff-là. Voilà, et on a beaucoup justement travaillé et réfléchi pour savoir, hein, comment il fallait fonctionner, eux au niveau sportif, et moi, vite, ils m'ont demandé de m'impliquer à la fois sur le suivi médical, bien sûr, mais aussi sur tout le projet jusqu'à la Coupe du Monde 2011, qui était un projet de préparation physique et de suivi du joueur. Ouais, et on se souvient tous justement de cette finale perdue face à la Nouvelle-Zélande à l'Eden Park, et comment ça s'est passé là-bas, et comment on va dire les années précédentes vous ont permis d'être prêts, et qu'est-ce que vous avez testé en vue d'être prêt là-bas, d'abord pour la Nouvelle-Zélande? Alors, je pense bien sûr, on terminera par la Nouvelle-Zélande, mais je- on a, j'ai- on a souhaité, j'ai souhaité à l'époque mettre en place tout un process autour du médical et de la préparation physique. Ce process était de relier déjà, de lier de nouveau des liens avec tous les staffs des clubs de top 14. Donc j'ai écrit même tout un une façon de travailler qui a été validée par le comité directeur de la Fédé et de la Ligue en disant qu'il fallait chaque fois qu'il y ait des comptes rendus écrits qui circulent, etc. Ce qui se faisait pas. Donc ça on l'a mis en place, on l'a imposé. Après on a dit voilà, on veut gagner la Coupe du Monde, comment il faut faire. Donc il y a eu plusieurs choses qui se sont mises en place. Donc on en reparlera peut-être plus tard, mais on a commencé à démarrer le pôle scientifique de la Fédération française de rugby D'accord. avec un process qui encadrait notamment la performance. Et par rapport à ce projet Coupe du Monde, j'ai fait un audit, c'est-à-dire que j'ai demandé à 5 ou 6 professeurs de renom, ceux qui me semblaient les meilleurs en France, de physiologie, de biomécanique, etc., de venir travailler pour la Fédé. On a fait plusieurs réunions et moi, en tant que médecin du sport, ça a été un moment vraiment énorme parce qu'on a échangé sur tout un tas de choses en disant, bah voilà, qu'est-ce qui se fait bien dans notre sport, qu'est-ce qu'on a fait de bien à la Fédé jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on peut prendre dans les autres sports. Donc il y avait Gérardine, il y avait le professeur Lacour, il y avait bon voilà, on était entouré de 5 ou 6 professeurs de physiologie, etc. Donc on a ensemble mis en place des objectifs et mis en place tout un tas de choses dans le suivi du sportif de haut niveau, en décidant qu'on ne partait pas à l'aventure et on allait justement tester tout un tas de choses sur l'équipe des moins de 20 ans la première année, et puis après on a mis en place que la Coupe du Monde. Donc en fait, cette Coupe du Monde 2011, c'est vrai que ça a été l'aboutissement de 4 ans de travail, mais de l'extérieur, c'est vrai, et par rapport peut-être aussi à toutes les histoires qu'il y a un petit peu eu avec les journalistes et tout un tas de choses, il y a eu un vécu de l'extérieur, puis il y a eu un vécu de l'intérieur. C'est-à-dire que on s'est retrouvé dans une situation où on avait quand même beaucoup travaillé, on savait où on allait, on avait ciblé un pic de forme qui devait être sur le dernier match de poule parce que c'était quelque chose qu'on savait à l'avance. Pour être performant, on savait que logiquement on devait prendre les Anglais en quart de finale, sauf erreur de ma part. Et, voilà, donc on avait vraiment ciblé le pic de forme à ce moment-là, d'autant plus que Marc avait pris parti de prendre beaucoup de joueurs blessés. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé 3 à 4 mois avant la Coupe du Monde avec beaucoup de joueurs blessés. Donc on savait que pour ramener tous ces joueurs, il nous fallait un certain temps et on avait ciblé ce match. Et c'est vrai que nous, la grande satisfaction de toute l'équipe médicale et staff de prépa physique, c'est qu'on a vraiment vu cette équipe monter en puissance pour arriver jusqu'à la finale et même jusqu'en finale. Bon, je pense que tous les observateurs ont vu que bon, l'arbitre avait été un peu plus bienveillant, en tout cas bienvoyant, je pourrais dire, sur leur jeu. Je pense que clairement, autant il y a des matchs compliqués avant parce qu'on savait on était ric-rac au niveau de la forme, autant il y a eu cette montée en puissance qui récompensait en fait un travail physique et de préparation qui était assez exceptionnel. Ouais, et justement, comment vous le vivez, tu vois, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est quand même super loin, et par rapport, notamment, il y a eu quelques blessés aussi qui sont rentrés en France à Ouais. cette période-là. Et comment vous l'avez vécu
de l'intérieur par rapport à ce qui se disait en France sur la forme des joueurs, etc., tu vois? Alors, encore une fois, moi, quand Marc m'appelle quelques mois avant la Coupe du Monde en m'expliquant qui il va emmener, j'ai dit Marc, on se voit, on discute. Parce que bon, moi après j'ai communiqué pas mal dans les congrès médicaux. Justement, il y avait, je crois de tête, 7 ou 8 joueurs qui sortaient de blessures graves et pour lesquels on savait que de toute façon ils pourraient pas être prêts sur les échéances, premiers matchs, etc. En tout cas, donc tout ça on le savait. Bon, donc on a beaucoup réfléchi, on s'est dit ok, on va pas prendre de risques, on va quand même équilibrer les choses, etc. Mais on est parti aussi dans l'idée que on n'avait pas beaucoup de solutions de rechange et qu'il fallait que nos meilleurs joueurs arrivent en forme au moment précis. Donc pour ça, on a décidé de mettre en place vraiment une structure de soins qu'on a transférée en Nouvelle-Zélande. Et je pense qu'on a bien agacé nos amis intendants d'équipe de France parce qu'on a déplacé beaucoup de technologie là-bas pour que l'équipe et tout le staff médical puissent bosser comme on le voulait. On était vraiment dans une structure équivalente à ce qu'on avait au CNR, au Centre national de rugby. Voilà. Et ça nous a permis de travailler exactement comme on le souhaitait. Et finalement, c'était plutôt très sympa. Voilà. Et ça veut dire que tu avais, au final, sur tes premiers matchs de poule, tu avais, on va dire, certains joueurs qui étaient encore, on va dire, en rééducation ou en réathlétisation et sur lesquels vraiment vous bossiez pour qu'ils soient prêts, on va dire, pour la fin des poules, et d'autres joueurs qui jouaient avec lesquels tu faisais de la récup et tout ça, quoi. Tu coupais un peu ton groupe au final. Je pense pour la première fois sur un sport collectif, on a amené différentes choses, enfin sur un sport collectif comme sur le rugby. La première chose, c'est qu'on a vraiment testé les joueurs de façon assez poussée pour au niveau physique, etc., pour individualiser le travail. Ça a été la première chose. On a vite compris que on avait des profils. Bon, Chabal n'a pas fait la Coupe du Monde, mais on l'avait suivi pratiquement jusqu'à la Coupe du Monde. Chabal, au niveau physiologique, il marche pas comme Bonner. C'est deux super joueurs, mais ils marchent pas pareil. Et pour la première fois, on leur a expliqué ce qu'était un profil lactique, on leur a expliqué leurs qualités, leurs défauts, pourquoi on les avait travaillés, etc. Donc, on a vraiment individualisé. Ça a été la première chose. Après, on a mis en place un suivi de l'état de forme avec tout un tas de paramètres, dont le suivi de la fréquence cardiaque nocturne, des choses comme ça, qui maintenant font partie un petit peu des choses un peu plus communes, mais en 2011, on était vraiment les premiers. Voilà, donc on a essayé de quantifier la charge en comprenant comment chaque joueur fonctionnait et grâce au bilan initial, et on a mis en place un suivi de l'état de forme. Et grâce à ces deux leviers, en effet, on a pu amener des joueurs, un Aurélien Rougerie ou certains joueurs qui étaient très importants, et on savait qu'ils reprenaient juste, qu'on a eu un ou deux matchs de préparation avant de partir à la Coupe du Monde, et qui finalement font une bonne Coupe du Monde et surtout des phases finales où ils sont top, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. Et donc, c'est à cette période-là, tu en as parlé précédemment, que tu as créé, et donc tu es toujours actuellement le responsable médical du pôle scientifique de la FFR. Quel sujet vous discutez, et, on va dire, cette année-là, qu'est-ce qui est d'actualité pour vous en ce moment? Bon, alors le pôle scientifique, qui a été renommé cellule de recherche, etc., c'est quelque chose qui avait été mis en place par Bernard Lapassé un petit peu avant que j'arrive. C'était notamment Christian Bagat, qui à l'époque était dans la commission médicale et qui avait commencé à travailler avec un groupe de Bordelais. Donc nous, en fait, il y a plusieurs paramètres qui sont arrivés en même temps. Le premier paramètre qui a été très important et qui finalement a été on peut le dire maintenant, mais qui a été vraiment un déclencheur, c'est que on a eu malheureusement, au début des années 2000, on a eu pas mal d'années catastrophiques au niveau des accidents rachis avec des pathologies, des tétraplégies, etc. Et j'ai participé à une réunion où à l'époque il y avait président de la Fédé, président de la Ligue, et on était 2 ou 3 médecins, et clairement les assureurs nous ont dit qu'il fallait que ça s'arrête. Et ça a été très bien parce que à partir du moment où l'assureur a dit qu'il fallait que ça s'arrête, on a mis en place tout un tas de choses sur la prévention et au départ sur le rachis. Donc ce pôle scientifique, on y a réfléchi, on a dit ok, on a aujourd'hui
trois axes de travail. C'est le projet performance, donc au départ sur Coupe du Monde 2011. Le projet prévention, au départ axé beaucoup à Chis, mais après on a élargi. Et puis le troisième axe, c'était ce qu'on avait appelé développement, qui concerne plus particulièrement école de rugby et peut-être maintenant les nouvelles pratiques. Voilà. Donc ça a été un petit peu l'idée au départ de faire un pôle scientifique avec des ressources fédérales, puisque on a eu le chance d'embaucher Julien Pissionne, qui est un chercheur plein temps et qui bosse depuis pour la Fédé, mais aussi d'aller chercher la compétence tout autour. C'est-à-dire qu'on s'est entouré, et ça a été vraiment une histoire magnifique, on s'est entouré de grosses boîtes qui étaient des sponsors historiques ou qu'on a été chercher, mais c'était aussi bien Nike au début. On a eu vraiment mais une chance incroyable d'être invité par Nike. On était dans la maison mère de Nike avec Lydia Attier, avec Emilien Tamac et Julien Pissionne, et on a été reçus par Nike pour discuter de ce que devait être le rugby, les chaussures et tout le matériel de rugby. Voilà, donc c'est une expérience incroyable de se retrouver là-bas, de discuter avec les ingénieurs Nike, de voir comment ils fonctionnent, etc. Bon, ça a été aussi de travailler avec Thales, euh, Thales qui est une énorme boîte, et on a eu au départ des discussions informelles, et puis avec Thales, on a eu deux gros sujets avec eux. Le premier, ça a été le simulateur de mêlée, c'est-à-dire qu'on a cet appareil magnifique là qui est au CR, et qui est ni plus ni moins, qui a un simulateur de Charles Leclerc, de conduite de Charles Leclerc, qui est sur 6 vérins, etc., et qui a été adapté pour devenir vraiment la machine de mêlée la plus sophistiquée au monde. Et ça, c'est Thales c'est les ingénieurs Thales qui nous l'ont fabriqué. On a aussi travaillé avec Thales un petit peu dans l'urgence, mais à 12 mois ou 18 mois de la Coupe du Monde, on apprend que les GPS sont autorisés. Donc on avait deux choix. C'était soit de travailler avec les anglo-saxons, et c'était plus particulièrement Australie et Nouvelle-Zélande, et on savait pas trop comment nos data allaient être peut-être données aux équipes adverses, ou créer notre GPS. Et on a discuté avec Thales qui également voulait faire du GPS pour les soldats qui en ont besoin, etc., quand ils sont en mission. Donc, ouais. En 12 mois, 18 mois, on a développé le meilleur GPS. Alors ça, c'était un truc de fou parce qu'on a laissé tous beaucoup de temps. Voilà. On avait un produit fini qui était super sympa, mais on peut dire maintenant qu'il y avait quelques bugs qu'on n'avait pas imaginé. Notamment, on s'est rendu compte que notre truc il marchait super bien, mais que quand on s'est retrouvé sur certains stades, on a été pas mal brouillé par des émissions radio, etc., ce qu'on n'avait pas imaginé au départ. Mais on a été un peu les précurseurs aussi sur ces GPS, et on a amené plein de choses. Donc le pôle scientifique, c'était tout ça, c'était être capable à la fois de travailler sur la performance et d'amener quelque chose de vraiment important autour de l'équipe de France. Quand j'entends parler aujourd'hui de haute intensité, ça fait longtemps que la haute intensité, elle a été validée. C'est juste que peut-être on en parle plus maintenant. Mais c'était aussi tout ce travail intellectuel qui était vraiment passionnant et pour lequel moi, c'est vrai que quand on est médecin de l'équipe de France, on passe beaucoup de temps sur place. L'année de la Coupe du Monde, c'était 6 mois en dehors de la maison. Mais ça donne aussi du temps de travailler et franchement, moi, j'ai vraiment aimé m'impliquer comme ça pour le rugby et donner du temps sur le scientifique. C'est quelque chose qui pour moi restera un grand souvenir. Ah, c'est génial et du coup cette cellule, sur quoi est-ce qu'elle continue de travailler maintenant? Est-ce que c'est toujours les trois mêmes axes, c'est-à-dire on va dire préparation de la prochaine Coupe du Monde, prévention et développement, ou est-ce qu'il y a d'autres axes qui se sont mis dedans? Alors je crois que globalement les trois missions, de toute façon, elles doivent être pérennes puisqu'elles correspondent de toute façon à ce qu'on souhaite. Alors par exemple, sur le développement, on était au départ sur l'école de rugby. Maintenant, on va sur les nouvelles pratiques, le loisir, etc., etc. On réfléchit aussi au sport santé, qui est une réalité et qui permet justement à certains patients sur des pathologies graves de venir faire du rugby sous certaines formes. Sur la prévention, nous on parle au départ, c'était je crois 2007, le début du pôle scientifique. Donc il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites depuis.
on a beaucoup d'étudiants qui sont venus travailler dans le pôle scientifique. Alors, des étudiants, on a eu des thèses de sciences, on a régulièrement des thèses de sciences, donc ça c'est super. On a eu même des étudiants, par exemple, de Polytechnique. On a un étudiant de Polytechnique qui nous a fait un module isocinétique. On a le seul module isocinétique rachis cervical au monde. Et on a créé une machine qui se fixe sur la base isocinétique. Et on a une machine d'évaluation et potentiellement de travail du rachis. Et ça, c'est grâce à étudiants polytechniques plus technologie Renault qui à l'époque était le partenaire. Et on a pu développer des choses comme ça. Bon, donc encore une fois, moi, je suis un peu plus loin de l'équipe de France parce qu'après 2011, les staffs ont changé. Moi, je suis encore un petit peu avec les Barbarians et ça a été des bons moments aussi, mais complètement différents. Mais j'ai gardé cette mission euh, dans le dans le comité médical d'être le médecin référent par rapport aux scientifiques et par rapport à la formation. Donc voilà, donc je travaille toujours avec grand plaisir avec Julien Pissione. Et puis encore, il y a plein aujourd'hui de questions qu'on va être amené à se poser. Aujourd'hui, voilà, on a été travailler sur l'hypoxie, par exemple. Comment on va aujourd'hui aborder l'hypoxie? Est-ce que c'est un mode d'entraînement qui nous intéresse? Ça fait quelques années qu'on est dessus. Un sujet qui arrive vraiment, qui est brûlant actuellement, c'est la place de la génétique. C'est-à-dire que Ouais. certains pays anglo-saxons qui ont commencé à travailler dessus, c'est-à-dire que si on a un profil génétique de notre athlète, de notre joueur, potentiellement, dans quelques années, on saura comment mieux l'entraîner, en tout cas mieux le faire progresser, ce qui pose tout un tas de questions de méthodologie et d'éthique. Voilà. C'est clair. Et ça aurait un rôle aussi sur la prévention des blessures, du coup? Exactement, c'est-à-dire que voilà, c'est mieux connaître son sportif et voir peut-être à la fois sur la performance et toujours sur la prévention. Voilà, mais bon, voilà. Alors, donc il y a beaucoup de sujets. Voilà. Après sur la performance pure, bon, je crois que chaque staff de l'équipe de France a une sensibilité différente, une organisation différente qu'on n'a pas à juger. Voilà. Donc chaque fois, il peut y avoir des remises en cause de ce qui a été fait avant. Et c'est vrai que bon, par rapport à ça, je crois que le vrai modèle, c'est le modèle néo-zélandais, où je dirais qu'ils ont quand même un peu plus de constance dans la façon dont ils mettent les choses en place autour de l'équipe, etc. Je dirais qu'il y a moins de changements en fonction des staffs. Il y a une vraie continuité dans tous leurs travaux. Et pour en venir au DU pathologie du rugby, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Est-ce que ça apporte aux kinés et aux médecins notamment qui se forment via ça? Tout à fait. Alors ça, c'est une réflexion qu'on a eue au départ avec Jean-Claude Perrin, qui était le médecin de la Ligue, Christian Magat, qui était donc le médecin de la Fédé, qui était président de la commission médicale de la Fédé, et ça a dû commencer à peu près dans la même période. C'était autour de 2007-2008, peut-être je ne sais plus exactement, mais en fait, on a eu un constat à cette époque-là, c'était de dire que voilà, la Ligue commençait à imposer un suivi médical assez important, et on s'est rendu compte que le niveau médical entre les clubs était différent. En plus, je dirais que différent parce que formation différente, et puis parce que c'était compliqué. Il y avait des historiques dans certains clubs qui étaient là depuis des années, qui étaient copains avec le coach. Voilà, mais on avait un gériatre, on avait un néphrologue, voilà. Quand on parlait de médecine du sport, on parlait pas forcément tous de la même chose. On avait aussi des kinés qui venaient de tout horizon. On a eu beaucoup de discussions en lieu, et la question c'était de se dire est-ce qu'il fallait trancher en disant on vire tout le monde. Voilà. Donc on a dit, c'est une proposition que j'ai faite, j'ai dit écoutez, moi je suis par ailleurs, je sais ce que c'est que le diplôme universitaire, je coordonne le diplôme de médecine du sport sur la région lyonnaise, très bien, j'ai fait une proposition. Alors, on va faire au départ un diplôme universitaire pour les médecins et pour les kinés. Et l'idée, c'est vraiment de donner la possibilité de remettre les gens à niveau. Et on va démarrer assez vite en prenant pas trop d'étudiants tous les ans parce qu'autrement, ça va être difficile à gérer. Donc une cinquantaine d'étudiants, moitié kiné, moitié médecin, qu'on va trier.
Et puis, l'idée au départ, c'était de se dire que rapidement, quand le diplôme fonctionnerait bien, on essaierait quand même que ce diplôme soit obligatoire pour postuler dans les staffs des sélections et normalement dans les staffs des clubs professionnels. Donc sur les sélections, ça a été très vite mis en place par la Fédé. Sur les staffs professionnels, pour tout un tas de raisons, on a communiqué en disant que c'était bien de l'avoir, mais on a aussi un peu mis des équivalents. C'était un peu compliqué politiquement, etc. Bon voilà. Donc le diplôme, il a démarré par un diplôme universitaire. Et moi, comme j'avais les attaches avec l'université de Lyon, ben, on a fait un diplôme universitaire qui dépendait de l'université de Lyon, mais tous les cours étant en Marcoussis. Et puis très rapidement, ma volonté, c'est d'ouvrir pour faire devenir un DU. Et le DU, ben, on a rebondi avec l'université de Versailles pour représenter la région parisienne et nos amis bordelais. Et puis, comme l'université de Lyon a pas trop joué le jeu sur différents points, etc., ben, j'ai décidé que je se passerais de l'université de Lyon. Donc maintenant, on fonctionne très très bien avec Versailles et Bordeaux. Donc c'est devenu un beau diplôme, puisque là, donc ça fonctionne sur 2 ans. On a 6 séminaires de 3 jours. On a également donc l'obligation de faire des stages pratiques avec 3 niveaux, niveau professionnel ou sélection, niveau sélection régionale pour les gamins autour de 15-16 ans, et puis niveau école de rugby. Et on demande à tous nos étudiants de valider tous ces stages. Et à la fin, il y a un vrai diplôme avec un vrai examen pour lequel il faut avoir la moyenne. Donc tous les 2 ans, malheureusement, il y a quelques étudiants qui n'ont pas le niveau pour valider le diplôme. Voilà. Et cette année, sur la nouvelle promotion qui a démarré en septembre 2020, c'était incroyable puisque j'ai vraiment eu pour la première fois pratiquement 100 demandes de crédibles euh, pour accéder au diplôme. Donc malheureusement, après, on peut pas prendre tout le monde parce qu'on a un problème d'attendance qui est assez important. Mais franchement, ce diplôme vit bien. Voilà. Super, parfait. Et donc depuis 94-85, donc tu es responsable médical du Loup. Et est-ce Ouais. que, on va dire, avec cette période un peu compliquée au niveau du sport de manière générale, aussi du sport professionnel, est-ce que par exemple, après la coupure qu'on a eue l'année dernière, vous avez vu apparaître des blessures, on va dire, différentes de surcharge, de trucs comme ça, ou pas forcément? Alors, au niveau de l'équipe professionnelle, je pense qu'il faut quand même dire que le sport professionnel, et le rugby en particulier, on est quand même privilégié parce qu'on a quand même quasiment pu travailler normalement tout le temps. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est pénible de faire le test PCR toutes les semaines. Bien sûr, on a pris tout un tas de précautions, etc. Il y a des moments, voilà, on a tous eu des cas à gérer dans le club, des isolements, etc., etc. Mais je pense clairement que tous les clubs de top 14 ont eu un coup de feu pendant 15 jours, mais globalement, on a pu suivre nos joueurs de façon assez convenable. Donc, je pense qu'au niveau physique, on n'a pas eu de problème particulier. Par contre, au niveau mental, nos joueurs, comme je pense malheureusement toute la population française, on a quand même eu des gros coups de mou parce que c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que voilà, bon, ils savent les joueurs qui sont privilégiés parce qu'ils peuvent continuer à faire leur boulot et quand on était dans la période de confinement dur, je crois que tout le monde on était quand même bien conscient. Mais c'est vrai que les familles, ouais, il y a les gamins à la maison, c'est plus dur familialement. On a beaucoup d'étrangers dans le top 14 et il faut savoir qu'aujourd'hui, les étrangers, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas pu voir leur famille. Donc ça commence à être pesant. Et quand on discute encore avec les joueurs aujourd'hui, ils sont pas forcément les bienvenus, même cet été, l'été prochain, en Nouvelle-Zélande par exemple, où Mhm. ils ont tellement peur de ramener le virus qu'ils préfèrent leur dire vous viendrez l'année suivante. Donc je crois qu'il y a une certaine lassitude par rapport à ça et voilà, il y a ce double sentiment de dire on est privilégié parce qu'on peut continuer à bosser, mais il y a une lassitude un petit peu liée à tout ce contexte qui est un petit peu compliqué. Alors, est-ce que ça a joué sur les blessures? Moi, mon sentiment au sein du Loup, pas forcément. Voilà. Par contre, le point nous qui nous inquiète aujourd'hui, c'est sur les étages en dessous, sur les équipes des plus jeunes, parce qu'aujourd'hui, bon,
Dans le rugby français, les espoirs continuent à jouer parce qu'ils ont un statut semi-pro. Les équipes féminines élites continuent à jouer, mais tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire moins de 18 ans, etc., ça va faire 12 mois, 18 mois pour certains qui n'auront pas fait vraiment de contact. Donc, ils arrivent à s'entraîner tant bien que mal, mais dans des formes d'entraînement un petit peu différentes. Et on va se retrouver avec des gamins qui, l'année prochaine, vont faire l'espoir et qui, pendant presque une saison et demie, saison, n'auront quasiment pas fait de contact et vont se retrouver avec des joueurs pro ou semi-pro qui ont deux ans de plus qu'eux. Donc ça pour moi, il y a un vrai warning. Il faudra vraiment que les éducateurs soient attentifs à ça sur la reprise, on l'espère, normale de la prochaine saison. C'est clair. Et est-ce que tu as remarqué sinon une influence du fait de jouer à huis clos? Tu vois, on parlait un peu du moral des joueurs. Est-ce que le fait de jouer à huis clos aussi, c'est pesant pour eux par rapport à... Tu vois, le rugby, c'est quand même un sport festif et de partage. Bah, c'est redoutable en tant que joueur, en tant que staff. Les gros matchs, on les attend toute l'année et on s'entraîne, les joueurs s'entraînent toute l'année pour faire ces gros matchs. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on sort du couloir et qu'il n'y a pas ce public autour, il manque quelque chose. Et après, même nous, au niveau médical, au bord du terrain, aujourd'hui, ça nous facilite presque les choses parce qu'on entend beaucoup mieux ce qui se passe. on communique beaucoup plus facilement avec les joueurs. Bon, non, c'est vrai que ça nous a changé un petit peu les choses. Donc c'est clairement très triste aujourd'hui. Ce qu'on vit, c'est triste, mais on en parle avec le staff, on en parle beaucoup. On dit, écoutez les gars, ouais, voilà, c'est comme ça. On est des privilégiés, et puis on a tous les copains derrière la télé, et les copains derrière la télé, voilà, ils voient notre sport, et voilà. Donc voilà, on comprend les enjeux, et à un moment donné, voilà, il faut plutôt voir, à mon avis, le côté positif, c'est que on peut jouer au rugby dans des conditions qui sont adaptées. Et finalement, je trouve que on a plutôt bien géré toute cette période-là parce qu'on a pu quand même maintenir un championnat de qualité. Et voilà. Alors, l'année dernière, à la fin, de pas avoir nous au Loup, pas avoir eu le droit de faire les phases finales, etc. Ça a été une catastrophe. Et on ne sait pas si un jour on aura la chance de se retrouver si bien placé. C'est comme ça, voilà. D'accord, super, merci. Et donc en parallèle du Loup, tu es médecin au centre orthopédique Santi. Quel type d'athlète vous voyez et quelle pathologie vous voyez du coup? Alors moi j'ai la chance et ça a été une volonté voilà, comme on en a discuté, je vis dans le rugby depuis très longtemps, mais j'ai jamais souhaité avoir une fonction de plein temps dans le club professionnel. Donc je me suis entouré sur l'équipe pro du Loup avec deux de mes associés, Romain Loursac qui est lui aussi un ancien joueur et Olivier Capel. Donc on se partage les missions et ce qui fait que mon métier c'est en effet d'être médecin du sport au centre orthopédique Santi, qui est un gros centre français de médecine du sport d'orthopédie. Voilà, donc notre recrutement, nous au centre, il est on voit un petit peu tous les sportifs, puisque j'ai un de mes associés qui est médecin de l'OL, l'autre associé qui est médecin de l'ASBEL basket. Oui. Voilà. Donc moi, à titre personnel, je suis clairement marqué rugby. Mais par contre, je travaille beaucoup également avec l'athlétisme, puisque voilà, j'ai des athlètes sur Lyon et ça, c'est un truc sympa. Et l'autre chose, c'est que historiquement, je suis aussi motard et je soigne beaucoup les pilotes enduro et motocross et j'ai la chance d'avoir pas mal de très bons pilotes qui viennent se faire suivre chez moi et c'est un plaisir parce que je suis aussi souvent leur premier fan. Voilà. C'est clair. Et quelle pathologie alors tu retrouves chez les motards? C'est lié à des chutes par exemple? Honnêtement, c'est compliqué parce que moi voilà, ces gars qui tournent fort en cross ou en enduro, malheureusement, c'est beaucoup de traumatismes et c'est des traumatismes graves. Donc c'est des copains, c'est des amis avec qui en plus quand j'ai un peu de temps, j'essaie d'aller rouler, etc. Mais malheureusement, voilà, on a eu pas mal de traumatismes graves du rachis et des choses bien compliquées et des blessures très graves à gérer. Donc voilà. Après, motocross, c'est les genoux, les épaules, ils sont très bons pour se faire mal. Ils sont même meilleurs que le rugbyman, je crois.
La chose sur laquelle je travaille beaucoup actuellement, c'est sur les athlètes. Et on est beaucoup là, on est en train de faire un travail sur la problématique des fractures de contrainte, parce que je crois qu'aujourd'hui, toutes ces, notamment les jeunes filles qui sont le rugby-fond, voilà, on a un pourcentage de fractures de contrainte qui est assez extraordinaire et voilà, c'est un travail que je suis en train de mener. On est en train de faire une thèse dessus, on essaie de comprendre exactement un petit peu les facteurs déclenchants, les facteurs favorisants et voilà, on va essayer d'amener un petit peu quelque chose sur ce sujet. C'est génial. Et quand est-ce que la thèse se terminera, tu sais déjà? Ben, écoute, on est dessus. On est aussi un peu embêté par cette année de Covid parce que aujourd'hui, on a un travail qui se voulait être un travail prospectif avec un interrogatoire sur les athlètes, mais aujourd'hui, les athlètes, il n'y a que les listés au niveau national qui ont le droit vraiment de s'entraîner. Il n'y a pas de compétition. Donc du coup, on a retardé un petit peu le recueil d'informations parce qu'il y a un biais lié à la crise Covid. Bon, donc j'espère que ce travail, il sera euh, fin d'année, euh, fin d'année 2021. J'espère avoir les datas et qu'on pourra publier dans la foulée. Ouais, super. Et donc au centre orthopédique Santi, il y a un gros centre de kiné aussi. Et comment ça se passe entre vous, les médecins du sport, et les kinés? Tu vois, comment vous êtes en contact régulier, vous échangez des patients, vous vous réadressez des patients, tu vois, comment vous organisez? Nous, notre ADN au centre orthopédique Santi, c'est le médico-chirurgical. C'est-à-dire que on a beaucoup de consultations médico-chirurgicales avec des chirurgiens et des médecins qui travaillent ensemble. Donc moi, bon, je vois toutes les pathologies, mais c'est vrai, par exemple, je suis plus spécialisé sur la pathologie du genou et je travaille beaucoup avec les chirurgiens du croisé notamment. On est à la fois avant eux et aussi sur le suivi post-opératoire. Donc on est vraiment sur ce travail d'équipe et souvent les patients, on n'hésite pas, le médecin appelle le chirurgien appelle le médecin, etc. Et ça fait encore une fois partie de notre ADN. Bon, l'autre chose qui est important au centre orthopédique Santi, et c'est comme ça que on a tous été formés, c'est un petit peu cette réflexion scientifique, c'est-à-dire on est assez protocolaire parce que on a une volonté de publication, de recueil un petit peu des datas, et d'évaluation de ce qu'on fait. Donc par rapport à ça, ben, on fait tout un tas de choses, notamment je suis chargé d'organiser des colloques de médecine du sport tous les mois. Bon là, pareil avec la crise, ça se fait pas. Voilà. Donc dans ces colloques, nous, on est très vigilants à faire participer tous nos interlocuteurs kinés. Donc c'est vrai que dans notre structure, il y a un centre paramédical Santi qui est juste à côté avec un gros centre de kiné, mais on est vraiment, on a une vision élargie des choses, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment avec eux, mais avec aussi beaucoup d'autres centres lyonnais et un petit peu de partout, et toujours dans cet esprit un petit peu d'échange, voire même de formation. Voilà, ce qui fait qu'on a beaucoup d'interlocuteurs avec qui on échange beaucoup sur des sujets, sur des colloques, etc. Et ça nous crée un réseau vraiment sympa. Et voilà. Donc moi j'ai voilà, je vais avoir des kinés à Auxerre par exemple, ou en Savoie, en Haute-Savoie, un petit peu de partout. Et voilà. Donc nous on n'hésite pas à envoyer nos patients vers ces kinés référents et on est même en recherche ces kinés référents parce que pour nous c'est une vraie sécurité de savoir comment nos patients sont suivis, être sûr qu'on parle bien le même langage. Voilà. Donc moi, je parle toujours d'échange, c'est-à-dire on a vraiment ensemble, voilà, il faut discuter, il faut être sûr de ce qu'on se dit. Les kinés, ils savent comment m'appeler, ils ont mon portable, ils m'appellent en direct en me disant Jean-Philippe, il se passe ça, etc. Attention, voilà. Et c'est comme ça, je pense qu'on va amener les meilleurs soins à nos patients. Ouais, c'est clair. Et alors Jean-Philippe, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes mentors et des gens qui t'ont inspiré à suivre cette voie? Bah, moi, alors, assez curieusement, c'est vrai que j'ai pas beaucoup eu de doute par rapport à ma volonté d'être médecin du sport. Donc, quand j'étais en première médecine, je savais déjà que je voulais être médecin du sport. Et comme je l'ai dit en introduction, quand j'ai eu la chance pendant
pendant mes études de jouer au rugby à haut niveau. Donc mes premiers supporters, quand j'arrivais le lundi matin à l'hôpital avec qui a bossé avec le beurre noir, il fallait que j'aille voir mon patron pour lui dire comment ça s'était passé, parce qu'à l'époque il n'y avait pas Canal+ pour voir les matchs. On avait éventuellement le journal où c'était passé une image le soir. Ouais. Et c'est vrai que j'ai vraiment eu la chance d'être sous un service de médecine du sport de Lyon. Donc à l'époque, c'était Elisabeth Boneguesh qui était la responsable de médecine du sport, et c'était le professeur moyen qui, dans tout mon cursus, m'a beaucoup poussé, ainsi que le professeur Lacour au niveau de la physiologie. Donc voilà, ça a été ça mon camp de base. Voilà, et c'est oui, moi après j'ai travaillé à l'hôpital quand j'étais jeune médecin, et puis, il s'est passé un truc qui a vraiment aussi un petit peu changé ma façon de travailler, c'est que un jour, il y a deux gros poids lourds de la chirurgie orthopédique française et lyonnaise qui ont demandé à me voir. C'était Gilles Vache et Pierre Chambard. Ils sont venus me chercher à l'hôpital en me disant, Jean-Philippe, on a qui viennent travailler avec nous parce qu'on a ce projet de clinique. Voilà, donc voilà. Donc, j'ai plus travaillé avec Pierre Chambard parce qu'on était plus sur le genou, mais voilà. Et si on me demande aujourd'hui qui sont mes deux mentors, je pense que c'est Pierre et Gilles, parce que ils m'ont à la fois ils m'ont amené beaucoup de choses, ils m'ont aussi eux aussi travaillé beaucoup avec les sportifs de très haut niveau, voilà. Donc j'ai appris tout un tas de choses avec eux, voilà, à la fois technique et à la fois tout le positionnement qu'on doit avoir, et la maîtrise qu'on doit avoir pour être crédible quand on veut suivre des sportifs de très haut niveau de façon durable. Ouais, trop bien. Et dans la même veine, est-ce que tu as des livres à nous conseiller sur la performance, le sport, ou des livres qui t'ont inspiré? Ouais, alors bon, je ne sais pas si les livres, il y a vraiment un livre de médecine du sport qui m'a inspiré. Encore une fois, l'école lyonnaise, il y avait des livres de l'école lyonnaise donc, que j'ai appris par cœur et qui ont été ma Bible longtemps, hein, quand il y avait à l'époque par Bourg-Gage et Bernard Moyen. Bon, moi j'ai eu la chance après, puisque ça a été aussi une émission que Bernard Lapassé m'avait confié, d'organiser 2 congrès de la Fédération française de rugby, et on a fait 2 livres. Ça a été aussi une belle aventure de faire des livres de médecine du sport au de rugby. Bon, donc je pense pas aujourd'hui dire que j'ai vraiment dans ma profession un livre que je vais garder comme étant mon livre référence, mais moi ce que je conseille toujours aux jeunes, aux internes quand ils passent, c'est vraiment si on veut être un bon médecin du sport, il faut commencer par être un bon médecin. Et un bon médecin, c'est se poser les bonnes questions, c'est avoir la bonne méthode, c'est comprendre très rapidement qu'on sait pas tout et qu'on a des aînés autour de nous qui souvent peuvent nous aider. Voilà. Et savoir poser la question, savoir aller, voilà. Et c'est plutôt pour moi une façon de réfléchir, une façon de travailler. Et cette façon de travailler, moi, je me suis retrouvé chaque fois parce que je viens d'un sport collectif et j'aime cette notion d'équipe. C'est ce qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui au Centre orthopédique Santi. C'est la chance que j'ai eue dans les staffs des équipes de France où je me retrouve aujourd'hui dans mon staff au Loup. Voilà, j'ai été petit à un moment donné, maintenant je fais partie des vieux et cette transmission du savoir, mais aussi de la méthodologie, pour moi, elle est importante. D'accord, super. Et alors pour les gens qui nous écoutent et qui sont intéressés, où est-ce qu'ils peuvent te joindre? Est-ce que tu as des réseaux sociaux sur lesquels tu es le plus actif, ou par mail, c'est possible? Alors moi, réseaux sociaux, je suis complètement inactif. Je suis old fashion, donc voilà. Donc par contre, voilà, sur le site du Centre orthopédique Santi, il y a mon mail de ma secrétaire et je réponds toujours dans la minute, mais j'essaie de répondre toujours le mieux possible, que ce soit, je suis très attentif, alors, moi, je suis très attentif à répondre à tout ce qui est les sollicitations des jeunes, les internes, les externes. Voilà, voilà, je vois souvent des jeunes qui viennent me voir en me disant, docteur Agère, je vais mettre du sport, comment je dois faire? Ça, toujours, je les reçois. Les internes, j'essaie toujours de les aider aussi bien dans leur cursus que pour les aider dans leur thèse ou des choses comme ça. Les kinés, j'aime beaucoup échanger avec les kinés sur les patients. Donc bon voilà. Alors après
après, il faut trouver le bon moment pour le faire, mais en fin de consultation, il y a toujours un moyen de faire. Et c'est vrai que finalement, ce qu'on a découvert, c'est peut-être la seule chose bénéfique avec la crise Covid, c'est qu'on fait des visios et que finalement, autrefois, on se déplaçait, on perdait beaucoup de temps, et maintenant, finalement, en faisant une visio, ça nous permet d'échanger et d'aller droit au but sur tout ça, avec les étudiants, avec les confrères, et avec tous les gens avec qui on travaille. C'est clair. Eh ben, Jean-Philippe, merci beaucoup. Avec grand plaisir, encore une fois. Ouais, mais c'était top de t'avoir et voilà que tu puisses répondre à toutes ces questions. Merci et voilà, je pense que je te recontacterai par rapport à la thèse dont tu parlais sur les fractures de contraintes chez les femmes. Je pense que ça peut être un truc hyper intéressant. Ben, j'espère que ce qu'on va en sortir aura un sens et nous permettra, j'espère, de progresser sur ce point qui reste un petit peu quand même difficile là, pour toutes ces jeunes filles. Voilà. En tout cas, merci pour l'invitation et encore une fois, à très bientôt. Merci d'être allé au bout. J'espère que vous vous êtes régalés. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode et le podcast avec vos collègues et amis et de mettre 5 étoiles sur No Minutes ou Apple Podcast. N'hésitez pas à me contacter directement pour me faire un retour. Si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi. À très bientôt pour un nouvel épisode.